Alors, nous étions au Rwanda en train d'évoquer donc le décès en détention du chanteur Kizito Mihigo, un décès qui suscite l'émoi dans le pays. La police rwandaise annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les raisons de son suicide, mais Germain Soussou, beaucoup disent que dans le Rwanda d'aujourd'hui, aucune enquête n'a de chance d'aboutir à quelque chose de véritablement concluant. Oui, tout à l'heure, Marc l'expliquait si bien en s'appuyant justement sur la psychologie qui est sa discipline. Oui, je crois bien que la psychologie aussi se penche également sur l'anthropologie. Et vous savez que l'être humain, vous mieux que quiconque savez que l'être humain est très complexe. Pour l'appréhender, ce n'est pas aussi évident. Justement, les thèses que vous venez donc d'expliquer tout à l'heure démontrent à suffisance que le Rwanda est un pays imperméable. Mais l'artiste le sait, il sait très bien. Alors, il n'y a même pas possibilité même de permettre à ce que les organisations même puissent venir défendre un tel personnage. Et donc, vous savez, le monsieur lui-même, c'est pour cela que quand vous parlez de l'enquête, normalement, il faut une véritable enquête. Où vous avez les criminologues, vous avez les psychologues, vous avez même tant de choses. Si c'est qu'on pouvait le permettre, on comprendrait. Mais vous savez, le monsieur, c'est un monsieur qui est attaché à la liberté, nous l'avons dit à la paix, mais il connaît bien le régime, vous venez de le dire. Alors, on le remet en prison. À un moment donné, il faut trouver quand même une porte, une solution à sa situation. Et lorsque on a commencé par arrêter le monsieur, dès qu'on l'a arrêté déjà, il ne s'exprimait plus. Donc quand quelqu'un ne s'exprime pas, ou devant les faits, vous faites tout, il ne dit rien, mais il faut rentrer dans son introspection pour savoir ce qu'il est en train de préparer. Bon, alors, moi je ne dis pas systématiquement que le régime n'est pas peut-être responsable, mais il faut prendre aussi les faits. Oui, mais vous venez de les citer. Le régime rwandais est un régime dictatorial. S'il voudrait vraiment, si je suis à la place du régime, je vais éliminer, c'est pas n'importe qui, le chanteur. Mais si vous voulez l'éliminer, est-ce que c'est en prison, vous allez le mettre, en personne est dans vos mains et vous allez l'assassiner? Bon, peut-être c'est pour dire au monde, je le tue, mais personne ne me fera rien, peut-être. Sinon, vous avez tous les éléments qui jouent contre vous. Vous ne pouvez pas prendre sur vous la responsabilité d'assassiner un tel homme. On est quand même dans un pays qui tolère très peu l'opposition. Oui, je connais. Même des opposants dans d'autres pays en Afrique du Sud ont été assassinés. Justement, c'est pour cela que je dis que le chanteur connaît tout ça là. Il sait. Il sait même pratiquement qu'il n'a pas une porte de sortie. Dans une manière, parce que le monsieur, il a été... Mais il a fait 4 ans de prison, il ne s'est pas suicidé. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est pour cela que je vous dis que... Il est même un héros national pour avoir chanté plusieurs fois pour je vous dis que le suicide comme arme a pour objectif de susciter l'émotion de la population. Normalement, s'il y avait... Pour aboutir à quoi? Oui, mais à une révolte populaire. Dans le Rwanda, je ne pense pas. Non. C'est pour ça que je disais dans mon développement au début que ça a pu marcher peut-être dans des pays comme la Tunisie. Oui, mais ça peut marcher dans des pays qui sont perméables à la révolte populaire. Oui, mais dans un pays comme le Rwanda... Non, on a connu pire dictature. Hein. Lorsque les ingrédients sont là, le Rwanda, justement, n'est pas une pire dictature. Non, le Rwanda est ce qu'on peut appeler une autocratie moderne. Oui, mais c'est ce que je dis. Au-delà des ingrédients de la dictature qu'on retrouve, c'est un pays, contrairement à beaucoup d'autres dictateurs, qui paupérisent leur peuple, qui mettent leur peuple au bas de l'échelle pour que ceux-ci puissent réclamer moins. Au Rwanda, c'est quand même un pays développé. Vous allez dans une ville comme Kigali, première ville la plus propre au monde. Et le Rwanda caracole en tête de pratiquement tous les indices de développement humain aujourd'hui. Et donc, c'est tout ça là qui joue à la faveur d'une nouvelle autocratie. Maintenant que quelqu'un, dans ce genre de régime, dans les conditions actuelles, se suicide et qu'on porte cette thèse. Ce que vous vous expliquez, vous êtes dans une hypothèse aussi. Hein? Vous n'avez pas la preuve que c'est le régime qui l'a tué, n'est-ce pas? Nous sommes en train de... Oui, mais c'est ce que je dis. Ce qui est évident... Oui, mais ce qui est évident, ce qui est visible comme ça ne peut pas être forcément la vérité. Et attention. C'est pour cela que je vous disais que le monsieur, à un moment donné, oui, il est parti des expériences, toutes ces expériences. Vous parlez de... Il est sorti du génocide, il a été arrêté, il est sorti... décidé de se suicider. Non, je dis, il ne faut pas penser qu'il se suicide. Il ne faut pas voir le suicide là comme si... il est d'accord. Un acte désespéré. Non, c'est pas un acte désespéré. C'est un suicide
je ne sais pas, peut-être que ça n'a pas été présumé, c'est un suicide, c'est un nom populaire, je vous dis. C'est un suicide qui devait normalement créer une certaine révolte. Qui n'a rien donné. Après le suicide, rien du tout. Oui, mais et c'est pour ça que cette thèse-là, j'ai du mal à la... Et puis, c'est pas non plus la première fois que les gens meurent en détention au niveau du Rwanda. Par exemple, l'année dernière, il y a un ancien directeur général du bureau de Paul Kagame qui a été retrouvé mort en prison. Dans une prison militaire après avoir été condamné à 10 ans. En 2015, il y a eu le médecin personnel de Paul Kagame qui a été tué par la police, abattu par la police alors qu'il était en détention. Donc c'est un peu comme la coutume dans le pays. Alors, le monsieur, tout ce que vous dites, il connaît. Est-ce que quand on le remettait en prison, vous pensez vraiment qu'il allait s'en sortir? Mais ce que je dis, soit nous sommes d'accord, oui, mais nous sommes dans les hypothèses. Soit nous sommes d'accord que c'est l'heure de... Au-delà des hypothèses, à mon avis, hein, c'est un débat bipolaire. Soit il faut être pour le fait que le régime de Paul Kagame a, entre parenthèses, assassiné cet icône du Rwanda là. Oui, on voit le pour et le contre le fait, ou pour plutôt le fait que la personnalité là s'est suicidée. Et tous les éléments à notre disposition aujourd'hui, en tout cas à ma disposition, ne me permettent pas d'accréditer la thèse de suicide que la police rwandaise veut nous vendre. Oui, nous sommes... comme c'est une spécialité du régime de Paul Kagame, au-delà de tout le bien qu'on peut dire de lui, ça n'en fait pas. Ce nouvel assassinat ne fait pas moins du Rwanda un des pays les plus développés, un des pays les plus connectés d'Afrique et tout. Mais ça demeure quand même un assassinat politique. Et ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Oui, mais moi, je suis parfaitement d'accord. Ce que je dis, c'est-à-dire que à l'instant T, il ne faut pas rejeter toute hypothèse. Même si nous estimons que la thèse de l'assassinat n'est pas plausible, vous ne l'écartez pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je l'écarte. Voilà, donc voilà. Mais il faut. C'est pour cela que je dis, ça, vous êtes, moi aussi, j'ai été aussi ému lorsque ça s'est passé. Mais je dis que pour des régimes autocratiques comme vous le dites, l'autocratie moderne ou tout ça là, est-il dit que le régime c'est un régime imperméable? C'est un régime où il n'y a pas la démocratie. Mais vous voulez combattre un monsieur comme ça, comment vous pouvez le combattre? Déjà, on estime qu'il a voulu traverser la frontière pour rejoindre le Burundi. Oui, mais ils disent qu'il veut rejoindre une rébellion. Une rébellion au Burundi. Voilà. Alors, quand on vous accuse comme ça au Rwanda, quel est votre sort finalement? Si on ne vous abat pas, parce que vous allez mourir en prison. Alors donc, il ne faut pas écarter toutes les thèses. Mais je dis, le monsieur, quand vous le prenez, a priori, ce n'est pas quelqu'un qui peut être porté à se suicider. Non. Alors, si le suicide doit être interprété, il faut chercher au-delà de ce qui est visible. Pourquoi une telle personne peut prendre une telle décision? Je dis que cette personne n'a jamais, au vu de son profil en tout cas, pris la décision de se suicider. Il n'aurait jamais pris la... Dans le Rwanda d'aujourd'hui, il serait difficile que cette enquête, justement, qui vient d'être ouverte, aboutisse. Voilà. Mais tous les Rwandais savent, même s'ils ont peur de le dire. Et ce que nous sommes en train de dire là, on n'aurait pas pu le dire si on était au Rwanda. Bien sûr. On serait en train d'accréditer la thèse du suicide si nous étions au Rwanda. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être au Rwanda, ayons le courage quand même de dire que c'est un assassinat et un assassinat répugnant d'un opposant à une période critique. Et je pense que c'est l'enchaînement de ces assassinats qui peuvent un jour conduire à la fin du régime. Oui, mais pourquoi alors il déciderait de l'assassiner? Ça aussi, il faut qu'on nous explique. Pour un régime qui est comme celui-ci, on le soupçonne de vouloir rejoindre une rébellion que Paul Kagame combat depuis des années, mais qui demeure là. On vient de citer les exemples où le Rwanda, on sait que les gens meurent en prison, tout ça, un tel personnage, vous mettez le personnage en prison, le lendemain meurt. On sait automatiquement que c'est vous qui l'avez tué. Pourquoi le régime prendrait-il la responsabilité de le faire comme ça? Mais ils ont tué des gens, ils ont assumé. Rien ne s'est passé non plus. Bon, mais voilà, donc... en tout cas, et puis dans le cas du Rwanda... Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on veut nous vendre. Et c'est ça. Le régime fait l'effort de vendre aujourd'hui la thèse du suicide. Et moi, je dis que cette thèse-là, elle est tout à fait incongrue, difficile en tout cas à faire assimiler. Comment comprendre quand même dans le cas du Rwanda que les grandes puissances mondiales qui sont promptes à réclamer à d'autres États une ouverture à la démocratie ne le font pas envers le Rwanda?
simplement parce que le Rwanda s'est pris très tôt à charge lui-même. C'est-à-dire toutes les puissances qui réclament aujourd'hui dans beaucoup de pays l'état de droit et la démocratie, c'est parce que ces pays ont la main tendue vers ces puissances-là. Et le Rwanda s'est pris trop tôt en charge. Dès la fin du génocide dans les années 90, le Rwanda a décidé de couper toute l'aide dont elle pouvait avoir besoin de tous ces pays-là, à commencer par les Nations Unies, dont elle a refusé les casques bleus. Et donc, je pense que le Rwanda s'auto-assume depuis un moment. Et tous les partenariats, tout ce que le gouvernement rwandais a accepté, c'était dans un partenariat gagnant-gagnant. On a vu le pied de nez que longtemps même, le Rwanda a fait quand même à une puissance comme la France, qui sur le continent n'est plus à présenter. Mais le Rwanda est demeuré ferme, ce qui fait que aujourd'hui, vous ne parlez pas au Rwanda comme vous voulez, parce que d'abord, le Rwanda ne réclame rien. Le Rwanda a ses propres infrastructures, s'auto-suffit. Et donc, avant de vous ingérer dans la politique, et ça, cette question encore de cet assassinat dont on parle, c'est quand même une affaire qui relève de la politique intérieure du Rwanda. Avant de vous ingérer dans ce genre d'affaires, vous avez intérêt à savoir vous y prendre. Parce qu'on a vu comment les ambassadeurs de pays occidentaux ont été renvoyés quand les prises de position de leur pays n'arrangeaient pas le Rwanda. Et je pense que, vu la position stratégique même du Rwanda au sein de l'Afrique australe, aucun pays occidental sérieux ne veut se risquer à une brouille avec le Rwanda aujourd'hui, d'autant plus que la pression de la Chine aussi est de plus en plus forte dans cette zone. Vous partagez la thèse Non, exactement. Vous savez, le Rwanda, au-delà du débat, si vous voulez, de réflexion que nous venons de faire, vous savez, le Rwanda, c'est aussi ça, la faute de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Rwanda a été tellement entouré, on a tellement parlé du miracle rwandais, et la communauté des hommes a fermé les yeux sur les aspects antidémocratiques qui s'opéraient au Rwanda. Parce que tout le monde estimait que oui, mais on donnait même des exemples. Si vous voulez même apprendre à balayer, allez au Rwanda, allez voir les immeubles. Oui, ils sont sortis de la guerre, le monsieur était chef rebelle, mais aujourd'hui il fait ceci, cela. Je crois que le Rwanda est un peu, ressemble un peu à la Russie. Vous savez, en Russie aussi, avec Poutine, c'est pratiquement la même chose. Où beaucoup de personnes sont assassinées, les gens n'ont pas même la capacité même de réfléchir. Lorsque vous vous opposez à Poutine, c'est l'assassiner purement, simplement. Donc aujourd'hui, le Rwanda, c'est la même chose. Et je dis aussi que quand vous êtes dans un tel état, oui, vous utilisez dans une moindre mesure les armes que le régime utilise contre lui-même. C'est ça aussi. Parce qu'en psychologie aussi, il faut aussi faire ce travail-là. Quand vous êtes, même si vous n'avez pas la psychologie, quand vous connaissez le régime, ses pratiques, à un moment donné, pour le combattre, vous utilisez ses propres pratiques contre lui-même. Mais ceci étant, nous sommes tout à fait d'accord que au jour d'aujourd'hui, la communauté des hommes doit outrepasser le miracle rwandais là et statuer sur la question des droits de l'homme, la protection des vies et amener le Rwanda. Mais quand vous dites que personne ne veut s'hasarder parce que le Rwanda s'auto-assume, non, c'est parce que justement moi j'estime que à cause peut-être des problèmes qui se sont passés au Rwanda hier, est-ce que Paul Kagame aujourd'hui, la psychologie de Paul Kagame, si on veut véritablement aller là, est-ce qu'il ne va pas ramener la guerre civile au Rwanda? Est-ce qu'on ne veut pas le conduire progressivement? Non, mais voilà, c'est ça. Donc, à travers les assassinats les assassinats dont nous avons parlé, a dépassé l'époque de guerre civile et tout. Le Rwanda a déjà touché le fond, contrairement à beaucoup d'autres pays. Oui, mais alors pourquoi on estime... Il y a eu des guerres, 1 million de morts, comme c'était le cas. Ils estiment qu'il y a une rébellion. Pour une population de moins de 5 millions d'habitants à l'époque, le Rwanda a touché le fond. Et le Rwanda a dû se reconstruire. Et c'est vrai, moi je suis de ceux qui pensent aussi que le développement ne saurait s'accommoder de la démocratie. C'est deux éléments parallèles. Et donc, le gouvernement, le Rwanda a fait son choix. Et c'est un choix collectif, assumé,
d'aller dans le sens du développement. Non, est-ce que c'est un choix collectif? Et sur ce axe-là, les Rwandais assument. Vous savez, quand on parle aujourd'hui du miracle rwandais, on ne vend pas seulement la peau de l'ours. Le Rwanda est véritablement un miracle. Contrairement à tous les autres pays, quand vous prenez les PIB des pays qui n'ont pas traversé de guerre, dans les années 95 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda est un véritable miracle. Et ce miracle n'est pas l'œuvre seulement de Paul Kagame ou du FPR. Le miracle, c'est l'œuvre de tous les Rwandais. Moi, je me rappelle encore, récemment, j'étais à Kigali et j'avais une discussion intéressante avec des confrères rwandais sur le paiement des impôts. Et ils s'étonnaient qu'il y ait des gens qui puissent ne pas vouloir naturellement aller vers le paiement des impôts. Pour eux-mêmes, c'était l'un des plus grands crimes que peut faire un citoyen que de se soustraire au paiement normal des impôts. Et c'est dire la manière dont les Rwandais ont une mentalité autre que le commun des Africains aujourd'hui. Donc, ce miracle rwandais existe bel et bien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, contrairement à tous nos autres pays, le Rwanda a décidé de s'assumer. Le Rwanda a fait fi de tout ce qui peut avoir comme aide, comme nos pays qui ont accepté le FMI et tout ce qui a les plans d'ajustement structurel, tout ce qu'il y a eu. Le Rwanda s'est passé de tout cela et a su construire une économie moderne à partir de ses ressources endogènes. Et je pense que ce miracle-là existe. Maintenant, à côté du miracle économique dont on parle, il y a la réalité. Il y a la réalité. Non, la réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que finalement, on parle des hommes. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand nous prenons le temps de vanter le miracle en parlant sur l'économie, l'être humain est censé s'épanouir. L'épanouissement de l'être humain, c'est quoi? Puisque nous parlons de l'anthropologie, nous parlons de la psychologie. Mais si vous êtes là, vous êtes entouré de, je sais pas, des immeubles, des voitures, je sais pas, tout ce que vous venez de citer, mais que à votre intérieur, vous ne vous sentez pas bien. Il y a un souci, d'accord. Passons au second sujet, le Niger, rapidement. Une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. Lundi, dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés déplacés du Difa, nous sommes dans le sud-est du pays. Nous avons un bilan provisoire de 20 morts, essentiellement des femmes et des enfants tués lors d'une bousculade durant une opération donc, de distribution de vivres et d'argent à la maison des jeunes de la culture de Difa. L'aide était offerte par Babagana Oumara Zulum, le gouverneur de l'État nigérien de Borno, dans le nord-est du pays. Il était venu lundi visiter le site de réfugiés nigériens qui ont fui les attaques de Boko Haram et qui se sont installés dans plusieurs zones de Difa. Alors, l'aide consistait à avoir des vivres et 5 000 naira. 5 000 naira, ça fait 15 euros, donc 10 000 francs CFA pratiquement, par personne. Alors, des gens ont entendu cela, Germain Sossou, sont venus de partout, même des gens qui n'étaient pas dans le camp des réfugiés sont arrivés. Et puis, il y a eu la bousculade et ces morts des femmes et des enfants. C'est symptomatique de la pauvreté qui règne dans ces milieux. Au-delà même de la pauvreté, ce qui m'a choqué, ce que je n'ai pas compris, je crois que ce n'est pas la première fois que ces réfugiés recevaient de l'aide. Mais je crois qu'il y avait une pratique qui était courante, qui consistait à ne pas donner directement l'aide. On délègue des gens qui viennent les prendre. Donc les gens devaient venir prendre de l'aide et puis par la suite aller dans les camps et distribuer de l'aide, c'était plus en sécurité. Alors ce que je n'ai pas compris, est-ce qu'entre-temps, pourquoi cette pratique ne marchait pas? Parce que les gens qui recevaient de l'aide ne rendaient pas véritablement compte. Et c'est ça qui a amené à ce qu'on change. Mais est-il dit que c'est le fait d'avoir changé de méthode qui a entraîné vraiment la bousculade et donc mort d'hommes, tout ça. Mais au-delà, c'est également la responsabilité des États africains aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aussi une très bonne image que à notre siècle là finissant et qu'on dise que mais l'Afrique aussi a toujours avec les guerres, les réfugiés, des personnes sont obligées de quitter leur pays qui sont dans des endroits et qui souffrent, qui sont dans la misère et qui attendent de l'aide de gauche à droite. Normalement, est-ce qu'il faut toujours espérer que ces populations restent toujours... Il faut prendre les dispositions pour que chacun puisse rentrer dans son pays. Mais déjà, c'est des pertes. Et vous avez vu que c'est essentiellement des femmes et des enfants. Donc, qui dit, quand une femme meurt,
c'est un ensemble de vies qui part. Et quand des enfants meurent, c'est des générations entières que vous perdez. Donc, des morts contre presque 10 000 francs CFA, vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est une grande prise de conscience qu'il faut aller vers et trouver des solutions. Pourquoi j'évoquais, je posais la question sur le fait que la situation était symptomatique de la pauvreté en bien du milieu, c'est qu'il y a des gens qui ont même quitté une centaine de kilomètres pour venir à Difa, rien que pour recevoir 15 € et quelques vivres. Oui, vous savez, toute la zone de Difa et 200-300 km aux alentours font partie des zones les plus pauvres de la Terre. Pas de l'Afrique, mais des zones les plus pauvres de la Terre. Et dans ces zones en proie à Boko Haram et à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme groupuscule djihadiste, où l'État central a du mal à jouer son rôle, les populations sont livrées à eux-mêmes et dans des périodes de sécheresse comme celle-ci, surtout pour les populations réfugiées, c'est difficile d'avoir le pain quotidien. Et 15 €, c'est 10 000 francs. C'est vrai que pris à une autre échelle, ça ne représente rien, mais pour des populations comme celle-là, qui arrivent difficilement à trouver 100 francs CFA journalièrement, c'est énorme. Et les gens sont prêts à tout. Et même jusqu'à des bousculades meurtrières, justement, pour prendre cette manne-là. Je pense que ce qu'il faut interroger, c'est l'organisation. Parce que quand vous êtes gouverneur d'un État et que vous venez avec des vivres et de l'argent, quand vous connaissez le milieu que vous dirigez, vous êtes censé prendre toutes les mesures sécuritaires possibles pour que cette distribution puisse se faire de manière idoine sans provoquer ce genre de bousculade. Mais j'ai l'impression que un certain nombre de personnalités dans ces milieux-là demeurent dans le faire voir au lieu d'une aide véritablement efficace apportée à cette communauté-là. Et ce que je constate aussi dans ces zones-là qui concentrent une majorité de populations très pauvres, essentiellement les femmes et les enfants, c'est qu'il y a une disparité importante entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une minorité hyper riche, essentiellement des propriétaires de bétail, de grands éleveurs, des commerçants, et puis la grande majorité qui n'a pratiquement rien, qui peut se battre à mort justement pour 15 €. C'est dire donc qu'il faudrait, au niveau de tout le delta du Niger, travailler à améliorer quotidiennement les conditions de vie des populations. Et ça, c'est non seulement le rôle de l'État central, des collectivités délocalisées, mais aussi de toutes ces bonnes volontés, associations humanitaires et tous ceux qui vont vers ces communautés-là pour leur apporter un petit soulagement de temps en temps. Mais la situation la montre quand même que, je l'ai dit, on est dans une zone où la situation sociale est vraiment catastrophique et c'est tout ça qui fait le lit du terrorisme. Justement, c'est pour cela que, comme le disait Marc tout à l'heure, au-delà de la situation telle que présentée, c'est de la responsabilité des États avant tout, de revoir les politiques publiques. Vous savez que le Niger, tout comme le Nigeria, à côté le Niger, la plupart des pays africains regorgent de ressources. Vous savez qu'au Niger, il y a l'exploitation de l'uranium. Au jour d'aujourd'hui, vous avez beau être un chercheur, un journaliste d'investigation, vous ne pouvez pas avec certitude dire à quoi servent les revenus de cet espace. Est-ce que... Il va électrifier la France. Mais voilà, donc c'est pour cela que je dis, nous venons de parler de la pauvreté ambiante. Alors, nous avons des richesses que des exploitants viennent exploiter. Oui, vous exploitez, mais à côté, la misère est grandissante. Est-ce qu'il n'est pas véritablement temps? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement? Oui, nous venons de donner tout à l'heure l'exemple du Rwanda. Au-delà des problèmes que nous avons cités, il faut à un moment donner un courage pour se dire, bon, nous avons des problèmes, mais donnez-nous ce qui nous appartient, occupons-nous de nos populations. Bon, je ne sais pas si le fait aussi de se battre pour les populations, pour nos chefs d'État, et faire de ces populations des personnes aisées,
les empêcherait toujours de les dominer. Je ne comprends pas véritablement ce qui se passe. Mais nous avons toujours l'espoir que demain, puisque nous en discutons, beaucoup de jeunes nous écoutent, beaucoup de responsables politiques. Il faut ce courage politique en Afrique pour que toutes les richesses aujourd'hui exploitées. Vous avez donc, là, on va parler de mais dans les autres pays, il y a le pétrole. Ouais. Tout ça là, l'Afrique est très riche. Mais nous n'avons que cela puisse profiter à l'Afrique. Messieurs, nous allons partir pour la grande pause et on va revenir une dizaine de minutes après continuer.